C'est bon? Est-ce que je peux commencer? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne vais pas crier, mais il faut quand même que ça puisse s'entendre. Ça va? Voilà, alors il y en a beaucoup ici qui me connaissent. Hein, c'est un peu l'occasion justement de se réjouir de 20 ans de présence ici au Bon Conseil. Et donc il y a cette exposition que vous avez peut-être déjà vue et qu'on va redécouvrir ensemble. Mais j'avais envie de vous partager des choses qui me semblent importantes voilà, pour cette occasion. Et en fait, voilà, ça fait 40 ans que je peins et ça fait 20 ans que j'enseigne la peinture. Et donc, je me pose toujours des questions. Je me dis, finalement, peindre, de quoi s'agit-il pour peindre? Donc, évidemment qu'il y a un savoir-faire, il y a des techniques à apprendre, il y a un savoir-faire, et ça, on le diffuse, et puis on a toujours des choses à apprendre, peut-être techniquement, mais ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on a une bonne technique qu'on fait vraiment des peintures. Et donc, au-delà du savoir-faire, il y a un imaginaire, et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Je me rends compte que finalement, l'imaginaire pictural, voilà, j'essaie de définir moi-même, j'essaie de réfléchir sur l'imaginaire pictural et sur l'imagination en tant que telle, parce que l'imagination, c'est une fonction, c'est une force en fait, c'est une force d'entraînement, un accélérateur du psychisme, un dépassement d'être, une force qui nous fait donc voir des images et transformer ces images. Et en général, on pense que l'imagination, c'est lié justement à des scénarios ou de voir des choses qui n'existent pas, voire même il y a des gens qui prétendent ou qui ont prétendu dans le passé, des gens très sérieux, que l'imagination était une fuite dans l'irréel. Voilà, en fait, nous, on va revenir sur l'imagination et les images, des images premières. C'est inné ou acquis, l'imagination? Tout le monde a de l'imagination. C'est inné. C'est inné, simplement, mais ça c'est un autre débat, mais c'est une force qu'on a tous, mais peut-être qu'on n'oriente pas son imagination comme on pourrait le faire. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y a deux types d'imagination. Il y a l'imagination conceptuelle, rationnelle, qui est plutôt scientifique, et une imagination créatrice, qui est proche de la sensibilité, et qui est celle des artistes, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Hein, parce qu'évidemment qu'il y a des grands inventeurs qui ont de l'imagination autrement. Voilà. Mais donc, si on revient à l'imagination première, créatrice, c'est pas du tout quelque chose d'irréel, c'est quelque chose qui s'ancre vraiment dans le réel, dans la réalité, et on va le voir dans la matière. Et Gaston Bachelard, que j'aime beaucoup, justement, il a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'imagination des poètes, sur les images poétiques, la naissance des images chez les poètes, et il a dit, que toutes les images étaient relatives, finalement, on pouvait les classer et les ramener aux éléments de la matière. Que finalement, la matière nous donnait des images premières, primitives, très profondes, de notre rapport au monde, avant même d'avoir des images de choses, avant même les formes. C'est-à-dire que l'image de la matière et des mouvements, et notamment de la matière, à travers les éléments, donc l'air, la terre, le feu, l'eau, ces éléments, ce rapport à la matière, en fait, nous ramène à quelque chose de premier et de très profond. Et c'est donc, et en fait, j'adhère à ce propos. Petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, effectivement, les éléments, au départ, les éléments, je me disais, bon, les éléments, c'est bien gentil. Aujourd'hui, on ne pense plus tellement en termes de feu, d'air, d'eau. Vous voyez, comme dans l'Antiquité, la science a démontré toutes sortes de choses, donc on a un rapport au monde beaucoup plus scientifique, avec beaucoup plus de connaissances. Mais si on revient à ce côté vraiment primitif, en fait, c'est toujours présent. Et ça amène des rêveries, donc chez les poètes, mais des rêveries chez les peintres aussi. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, en partant des éléments, et en regardant des œuvres, et en essayant de ressentir
ce que représente la terre, par exemple, dans la peinture, voilà, enfin, ou l'eau, l'élément eau, l'élément air, le feu. Et ensuite, on verra comment il y a des relations entre ces éléments. Effectivement, c'est pas si simple, on ne peut pas toujours les séparer, hein. Souvent, la terre et le feu, il y a des relations entre la terre et le feu, il y a des relations entre l'eau et le feu, il y a des relations entre l'air et l'eau, etc. Vous allez voir que tout ça est très lié, c'est très difficile de les identifier, enfin de les séparer. Mais j'ai quand même essayé de mettre l'accent sur certaines choses pour essayer de voir un peu dans le détail. Et ensuite, on verra, notamment dans la représentation de la chair dans la peinture, du corps, de la chair, que j'ai fait une petite partie là-dessus. Vous verrez qu'il y a des parentés, il y a des choses qui se retrouvent, et on retrouve des problématiques transversales un peu. Voilà, donc donc par rapport à la peinture, on pourrait penser à la couleur, à la ligne, aux formes, donc ça, bien sûr. Mais si on parle de terre, d'air, d'eau, voilà, de feu, vous allez voir que ça fait ressentir d'autres choses, et ça peut peut-être nous amener à une imagination donc matérielle, une imagination donc sur des ressentis de la matière, hein. C'est-à-dire quand on peint, la peinture c'est une activité physique, c'est une activité manuelle autant que visuelle. Donc il y a la main, hein, la main aussi a ses rêves, la main aussi a ses hypothèses. Voilà, c'est une citation. Elle aide à connaître la matière dans son intimité. Donc, on va voir que la main est un processus d'induction de l'imagination et que souvent, d'ailleurs, quand on travaille, quand on peint, ce qui se passe dans la matière ou ce qui se passe dans le geste pictural est propice et amène des choses. Et que ces choses, bah, c'est nourriture pour faire des tableaux, pour avoir des choses, pour créer des choses. Voilà, est-ce que ça vous va comme petite introduction? Oui. Donc c'est assez riche, en général je suis un peu long, je vais essayer d'être concis, mais on verra comment ça... Voilà, donc il faut retenir quand même que donc, Bachelard disait que la matière était la substance de l'imagination. Et ça, moi, je trouve ça formidable, j'adhère complètement à ça. Et vous allez voir que alors, c'est pas parce qu'on peint la mer, par exemple, qu'on n'est que dans l'élément eau. Ceux qui ont peint avec moi, ils savent que parfois on peint la mer comme quelque chose de solide, ou l'air qui est transparent, qui est très diffus. Peut-être que l'air prend un caractère minéral parfois, que le ciel peut prendre un caractère minéral. Donc voilà, et donc ce caractère minéral, quand on parle de caractère minéral, finalement, c'est relatif à la terre, c'est relatif à un élément solide, matériel, tangible. Donc on va commencer par la terre, justement. Donc la terre, il y a une résistance physique. Il y a l'idée de résistance physique. La terre, c'est ce qui résiste. La terre, elle est fondamentalement refermée. Alors, par rapport à l'air qui va être ouvert. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Donc il faut imaginer la terre comme quelque chose qui résiste, comme quelque chose qui est refermé, c'est-à-dire qui s'affaisse sur elle-même, qui se condense, qui peut même nous écraser, quoi, qui pourrait faire disparaître la lumière, quoi, complètement compacter les choses, hein. Donc la Terre, donc elle est refermée, elle est obscure, sombre, dense, froide, on pourrait dire, silencieuse, massive et statique. Donc, la Terre, de ce que je vais démontrer là dans la peinture, la Terre, ça va être un élément fondamentalement statique. C'est aussi un fondement, c'est aussi le fond, c'est aussi le support, hein. Donc quand on peint, voilà, si je regarde les grottes de Lascaux, on a commencé par peindre sur des parois, avant même la toile, le bois, le support matériel du peintre, c'est déjà, si on rêve sur le support, on est déjà dans une rêverie sur la terre, hein. Quelque chose qui résiste, support matériel, on n'est pas en train de faire des choses virtuelles, on est en train de peindre sur un support. Donc la pierre, le bois, la paroi, la grotte, la toile plus tard bien sûr. Donc c'est un sol aussi. Il faut prendre la terre comme un élément, comme le sol de quelque chose, hein. On s'appuie sur un sol, c'est un fondement. Il faut voir ça, voilà, comme quelque chose qui fonde, qui structure. Donc toutes les peintures qu'on va voir qui jouent sur la structure, quand on pense à la structure, au dessin même, le dessin, quand on pense au dessin
dans la peinture, le dessin va souvent, fondamentalement, être relié à la terre, à cette idée d'ancrage, la géométrie. Donc, je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même assez fou de voir la dimension de cette grotte et comment ces premiers artistes peignaient sur ces parois. Donc, alors, non. Voilà, donc la forme fermée. Voilà, je commence par vous parler de la forme fermée. Parce qu'on va voir, la forme peut être ouverte, elle peut être poreuse, mais donc la forme fermée, le dessin, la structure, voilà, pour moi, c'est cette idée de terre, d'élément terre, où on ressent un ancrage, on ressent une forme bien délimitée, un contour justement, qui n'a pas de vibration, qui est vraiment précis, et qui nous donne, si vous ressentez cette image, il y a un caractère statique de la forme. La forme, elle est bien délimitée, les couleurs sont bien dans le dessin, les choses sont bien à leur place. Et toute cette peinture médiévale, byzantine, et ensuite de la Renaissance, a beaucoup réfléchi sur ce côté statique de la forme du dessin, de la prédominance du dessin. Mais voilà, je vais m'amuser comme ça à vous montrer des choses très différentes. Ce tableau de Matisse, là aussi, finalement, euh, la couleur ici, hein, l'atelier rouge, ce rouge comme ça qui se répand sur la toile, on pourrait dire que, enfin voilà, moi j'ai envie de dire que ce rouge, cette couleur ici a un caractère statique, un caractère fermé, qui nous inscrit comme ça dans quelque chose. Et voilà. Donc la forme fermée. Les formes sont fermées dans le dessin. Botticelli, donc effectivement toute cette période, on sent bien que la forme, le contour du visage, tout est bien précis, tout est ancré, tout est délimité. Ça nous fait ressentir voilà, cet ancrage, ce fondement, cette solidité. Voilà, donc vous voyez, ça fait rêver les peintres. C'est-à-dire que l'idée de structure ou de géométrie, ou de forme fermée, ou le dessin qui structure une forme qui est à sa place, qui est statique, qu'on peut ressentir comme quelque chose de bien, qui a une présence. Euh, on peut circuler dans les époques, ça a toujours existé. Et on va voir des exemples radicalement différents. Évidemment, si je vous montre ça, peut-être que pour l'instant, vous ne me suivez peut-être pas complètement, mais je vais vous montrer des choses justement où la forme s'ouvre, où la forme ruisselle, et on va avoir justement d'autres sensations avec une moins grande prédominance du dessin et de la structure. Donc même si c'est de l'eau qui est représentée, enfin, la scène, le caractère statique me paraît ici quand même fondamental dans cette expression. Voilà, on pourrait multiplier les exemples, hein, on va essayer de voir des choses un peu diverses. Donc évidemment que dans une image comme ça, on peut voir d'autres choses, hein. Peut-être que le feu aussi n'est pas très loin, on va le voir dans la vibration de la couleur, mais chaque couleur est quand même délimitée. Si on la ressent, on est dans un espace réduit, euh, statique, qui se pose comme ça et qui nous donne un sentiment aussi de stabilité.
Et c'est pas sans rapport avec les icônes ou avec la peinture byzantine ou peinture médiévale, donc encore Botticelli. Voilà, ce qu'il faut ressentir, c'est ça, c'est cet ancrage dans le dessin. Bon, je passe certaines choses parce qu'on va pas avoir le temps de tout voir. Je vais m'arrêter sur d'autres. Donc même si c'est de la peinture religieuse, ce sera repris par la suite euh, par un style en surface. On sent que chaque surface est plate, où le modelé est très faible. Euh, tout est à sa place. Il y a un rapport à l'espace qui est vraiment très mesuré. Donc j'ai commencé par la Terre, parce que ça me semble plus fondamental, mais je me suis posé la question de par quel élément il fallait commencer. Ça, c'est une peinture de Modigliani. Bon, on sent qu'il y a cette parenté avec la peinture médiévale ou avec les fresques du Quattrocento, cette idée de dessin, de structure, de forme. Même si là, il commence à y avoir un léger bouillonnement dans la surface qui annonce d'autres choses qu'on va voir, effectivement. Hein. Vous sentez que tout ça, ce n'est pas des catégories fixes, hein, c'est des catégories qui mordent les unes sur les autres. Évidemment que on peut parler de plusieurs éléments en même temps. Donc là, cette forme rouge, voilà, elle a un caractère minéral, quoi, comme une pierre, comme quelque chose de tendu, de refermé, même si sa vibration intérieure pourrait nous amener au feu, hein, on va le voir. Mais voilà, je multiplie des exemples pour essayer de vous faire ressentir cette... Ça, c'est Paul Klee. Bon, Botticelli, voilà, si on regarde la façon dont est structuré l'arrière-plan, l'architecture, l'espace, on sent que chaque chose est vraiment fermée par le dessin, qu'il n'y a pas de vibration vers l'extérieur. C'est pas un reproche, hein, ça donne un sentiment justement de stabilité, d'ancrage, qui est une... Félix Vallotton. Donc là aussi, hein, la forme, voilà, il y a une découpe, il y a un dessin qui prédomine. Les couleurs sont complètement définies par le dessin, refermées. Donc vous vous souvenez, on est dans la forme fermée. La forme fermée comme caractère de la Terre. Et on peut aller jusqu'à des abstractions géométriques, bien sûr, qui vont aussi retrouver ce caractère de forme fermée. Hein, on balaye, c'est pas une question de style ou de démarche. C'est vraiment donc un peintre abstrait, il peut aussi décider de concevoir sa forme comme quelque chose de circoncis par le dessin, une forme qui ne va pas, qui va être stable, qui n'est pas en train de se disloquer ou qui n'a pas un contour poreux qui pourrait rayonner vers l'extérieur. Non, la forme est bien à sa place, elle construit quelque chose et la géométrie exprime quelque chose. C'est de qui? Ça, c'est Boncompin. Un peintre qui vit toujours, que je connais, voilà, qui est un ami et qui a un travail qui pourrait faire penser aussi un peu à Matisse, enfin en tout cas avec cette tradition de la surface un peu décorative comme ça, de la surface qui construit quelque chose. Donc
on voit ça, on pense aussi aux fresques ou à la peinture médiévale, hein. C'est Matisse encore. Hein, Matisse qui a fait des papiers découpés, donc aller découper d'ailleurs il disait lui-même, je découpe comme un sculpteur dans la couleur. C'est-à-dire que pour lui, donc c'est ça, hein, l'imaginaire du peintre, c'est ça. L'imaginaire de Matisse à ce moment-là, c'était d'avoir des feuilles de papier gouachées de couleur, et je taille dans la couleur comme un sculpteur dans la pierre. Donc si ça, c'est pas justement un caractère solide, le fait de s'inscrire, d'être dans le ressenti de la matière, dans sa solidité, voilà, donc on revient à ces peintures magnifiques de la pré-Renaissance, des primitifs. Et donc, évidemment, il y a un sentiment très de sérénité, parce que tout est rassemblé, quoi. La Terre, elle a ce côté de support, quoi. De fondement, de fondation, de stabilité, d'ancrage. Et on verra que donc, dans sa peinture, on peut être amené à réfléchir sur l'ancrage ou sur la solidité, ou justement sur le rayonnement, ou sur le flottement. C'est ce qu'on va voir ensuite. Voilà. Dans une expression complètement différente, hein, voilà, de Nicolas de Staël, dans des abstractions, comme on a vu tout à l'heure, on retrouve voilà, le fait de poser la peinture, de poser la forme, de l'inscrire comme ça. Alors, là, on va voir que ça déborde aussi sur la matérialité même de la peinture, hein, qui est étalée au couteau, etc. Mais la couleur est étalée. La couleur ici est comme une pierre, quoi. C'est une couleur minérale, une couleur qu'on ressent comme quelque chose de matériel, de pierreux, de solide. Encore Paul Klee, donc c'est de l'aquarelle, ça a beau être de l'aquarelle, alors évidemment on voit des vibrations qui, évidemment, la technique de l'aquarelle, évidemment, c'est l'eau, donc il y a des vibrations, il y a des diffusions qui elles, nous amènent à l'élément eau, qui participe de l'élément eau, mais là, ce qui prédomine, c'est quand même cette couleur vraiment structurée, on voit même certains dessins qui ont été faits à la règle en dessous. Donc on pourrait effectivement, voilà, on va commencer de réfléchir sur se dire quelle est la relation entre une structure de dessin très, très forte, très fermée, très tendue, et des couleurs qui pourraient commencer de diffuser, de vibrer, d'avoir un caractère différent. Voilà. Ah oui, on pourrait aussi, voilà, un autre exemple, hein, des cercles concentriques de couleurs, voilà, chez Delaunay. Là aussi, voilà, c'est une façon de voir la couleur dans une structure vraiment, voilà, refermée. Alors, on va continuer avec la structure, la géométrie. Voilà, donc pour aller un petit peu plus loin dans ce côté refermé, un peu basique de la Terre, euh, la géométrie, le dessin, nous amène à des structures, comme chez Cézanne, qu'on pourrait définir, enfin voilà, que j'ai envie ici de définir comme quelque chose de cristallin. Donc, on est toujours alors même si évidemment Cézanne, il ne s'agit pas que de parler de la Terre, hein. Cézanne, il parle aussi évidemment de l'air, et on va être tout le temps en train de passer d'un élément à un autre. Mais si on retient là, présentement, l'élémentaire, dans cette image, même si ça va parler de l'air aussi, Cézanne parlait de l'assise géologique de son dessin, du squelette pierreux de sa toile, vous voyez. Donc, si on ressent comment est posée cette touche, comment est construit ce tableau, il y a cette idée de solidité de la structure, de cristallisation de la structure. Et donc, cette cristallisation, d'ailleurs, elle peut amener à un scintillement.
c'est-à-dire que la géométrie, la division de la touche, la cristallisation, comme on regarderait des cristaux, hein, la cristallisation dans la matière, dans des pierres, la cristallisation amène un scintillement. Donc on verra ce scintillement, est-ce que c'est pas déjà l'arrivée du feu, quoi, de la lumière, hein. Alors, cette autre peinture de Cézanne, si on prend le temps de la ressentir, il y a toujours cet élément de structure très forte, et il y a un caractère qui commence à aller vers la ferme, enfin vers le. On ne sait pas si c'est ouvert ou fermé cette histoire, hein. Il y a des vides du ciel, il y a quelques éléments de la toile qui respirent, il y a des petites respirations comme ça du support, mais on sent que Cézanne a travaillé longtemps, qu'il est venu vraiment enrichir sa toile, toujours avec plus de plans colorés, comme s'il y avait une sorte de concentration de densité. Donc cette densité, c'est aussi la terre, hein, c'est aussi ce ressenti de la matière comme densité, comme solidité, comme matière qui se condense. Alors la structure géométrique, hein, on peut la retrouver dans d'autres choses. On peut la retrouver comme ça dans quelque chose de plus ouvert, de plus large. Ça pourrait être Clé, ça doit être un copain à lui, je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus, mais c'est dans ce fameux voyage en Tunisie de 1914 où il y avait Auguste Maqueux, Clé et un autre peintre, non, je ne me souviens plus, Maurice Louis ou. Voilà, donc tous les amoureux de la structure se reconnaîtront dans ce dessin, dans cette cristallisation, dans ce scintillement. Alors évidemment, la structure qui se divise, qui se répète, elle amène à une vibration, à une sorte de scintillement, parce qu'elle se répète, parce qu'elle se déplie. Mondrian. Donc même si c'est un dessin qui semble très solide, très refermé, peut-être qu'il y a quand même une vibration qui pourrait arriver à un moment donné, hein. Parce qu'une structure qui s'ouvre, voilà, par exemple Cézanne, voilà, est-ce que la structure n'est pas en train de s'aérer là, voilà, est-ce qu'on n'est pas en train justement de petit à petit de glisser vers quelque chose qui s'aérerait tout en gardant ce caractère solide? Et là, tu dis que c'est l'élémentaire qui prédomine. Bah, c'est-à-dire que là, au départ, je vous parle de la Terre, mais des choses comme ça, c'est déjà l'ouverture vers l'air, par exemple, hein. C'est une structure qui serre, quoi. Donc, je vous montre ça, c'est déjà presque des images un peu qui vont vers l'ouverture vers ce que va être l'air. Une certaine. Je sais pas, quand on ressent ça, est-ce qu'on pense à quoi, voilà, Est-ce qu'on ne pense pas plus à l'air qu'à la Peut-être, c'est possible. C'est possible, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a les Cézannes qu'on a vues avant, où on sent que ça se referme, que la Terre peut-être va l'emporter. Il y a aussi ce mouvement d'ouverture qui est là, qui est latent. Donc encore un pôle clé, par exemple, voilà, avec une composition de géométrie. Donc on sent qu'il y a quand même une structure qui prédomine, mais qui peut-être commence à scintiller, commence à vibrer, à amener autre chose. Ça, c'est Roger Bissière, un peintre des années 50. Alors, je trouve ça intéressant aussi parce que ça va nous amener peut-être à différentes réflexions. Parce qu'à la fois, on commence à. Enfin, voilà, on sent toujours cet aspect ponctuel. Il y a comme des petits points comme ça de couleurs qui sont. Alors, est-ce que ce point. Alors, voilà, par rapport au point, il y a quelque chose qui est intéressant et qu'on va regarder aussi ensemble. Le point aussi, il peut être fermé ou ouvert. Voilà. Un point, le fait de poser une touche de peinture, un point, une touche ponctuelle, qui serait terreuse, entre guillemets, qui irait vers la pierre, vers la terre, donc vers quelque chose de refermé. Dans la sensation, ça va être quelque chose
qui se referme sur soi. Voilà. Alors que le point peut être aussi un point aérien, un point qui pourrait s'ouvrir. Donc là, je ne sais pas hein, si c'est... Est-ce qu'on va vers la densification ou vers l'ouverture? C'est un peu... Et le dessin lui-même, il pourrait y avoir une fluidité du dessin qui apparaîtrait. Et donc là, je vais vous parler de ça avec l'eau tout à l'heure. Donc vous voyez, les éléments sont liés. Hein. C'est-à-dire que si on considère la structure, on va penser à quelque chose de structuré, donc qui va vers un élément de terre, de support. Le rayonnement des couleurs pourrait aller aussi vers le feu. L'aération de la structure pourrait aller vers l'air. Et le... Non, c'est pas grave, il n'y a pas de Wi-Fi, c'est pas grave. Et le dessin ici, on pourrait sentir une légère fluidité dans les lignes qui pourrait voilà, nous amener petit à petit vers ce que va être l'eau. Hein. Donc c'est compliqué pour moi de vous montrer des choses et en même temps de séparer. J'y reviendrai peut-être. Alors, on va parler de la sédimentation et de l'agrégat. Donc justement, ce point de couleur, d'accord, il peut prendre un caractère fermé. C'est-à-dire, voilà, si on prend la peinture de Monet, on le voit un petit peu là, on va le voir davantage dans les cathédrales de Rouen. Pour moi, c'est aussi une sorte de concentration, une sorte d'agrégat, comme si on avait posé des touches les unes sur les autres, comme des sédiments, si vous voulez, qui viendraient comme des petites touches minérales, comme des petits bouts de pierre ou des petites touches comme ça qu'on viendrait poser les unes sur les autres et qui finiraient par, alors bon, ça peut même aller vers la croûte, hein, mais qui finirait par créer une sorte un ensemble, un agrégat, un ensemble, comme une roche sédimentaire, vous voyez, qui aurait été construite par plein de petits points. Il y a cette dimension-là chez Monet. Donc, même si Monet est le peintre de l'air et de la lumière par excellence, c'est pas pour rien qu'il désuilait ses couleurs sur du papier buvard, qu'il peignait sur des supports mat, et quand on regarde ces couleurs de près, on sent comme il est venu poser ses points les uns sur les autres, comme une sorte de densité, de densification. Donc, dans le ressenti, c'est intéressant parce qu'à la fois on peint la mer, on peint un élément liquide, on peint l'air, on peint le plein air, et en même temps on est imprégné de cet élément de la matière picturale qui va vers la densification. Donc forcément, ça va amener à des expressions qui vont être riches. Alors que si ce serait trop simple, si on se dit pour peindre de l'eau, je vais faire de l'aquarelle, ou je vais faire des choses très fluides, très liquides, très transparentes. Non, ça peut être vraiment... Il peut y avoir des contradictions apparentes. Donc c'est lié au geste du peintre, tu dis qu'il est là en train de faire ça. Oui, c'est lié au geste, et pour moi, c'est lié au ressenti du peintre. C'est-à-dire, peut-être que c'est plus parlant avec la cathédrale de Rouen. Donc la cathédrale de Rouen, moi j'ai eu cette sensation quand je l'ai vue il y a plusieurs années, j'étais retourné la voir au musée d'Orsay, et je me suis rendu compte que déjà que c'était un chef-d'œuvre, sans doute un des plus beaux chefs-d'œuvre de Monet qui soit. Et il y a cette réflexion sur justement ce que je ne voyais pas dans l'impressionnisme, mais vous voyez, c'est comme c'est une matière de croûte presque, c'est-à-dire que ça va vers une sorte de sédimentation, de points les uns sur les autres, comme si la matière picturale allait piéger la lumière, comme si le peintre cherchait à recréer la pierre de la cathédrale par la matière picturale. Donc il y a une sorte d'analogie qui est assez belle. Hein, à la fois, on pense que c'est tous les états lumineux de la cathédrale du matin au soir que Monet, en tant qu'impressionniste, a voulu voir. Et c'est vrai, bien sûr qu'il s'intéressait à la lumière, mais il s'intéressait peut-être à la lumière avec une matière picturale qui était, elle, terreuse, qui était une matière picturale pas lumineuse du tout. Et c'est pas non plus de la boue, vous voyez, parce qu'on verra, il y a aussi la matière de la boue, il y a aussi la fluidité de la boue, il y a le magma, mais là, c'est plutôt le sédiment, c'est plutôt l'espèce de touche un peu terreuse, un peu sèche, comme ça, qui vient s'absorber l'une dans l'autre, et qui finit par donner un agglomérat de choses. Donc si on zoome là-dedans, il faudrait être tout près des œuvres, mais vous voyez, c'est assez fou, quoi.
Et cette tendance-là, dans la peinture, on va la retrouver chez d'autres peintres. C'est une vision de la peinture, de la matière, qui était peut-être déjà présente aussi par moments chez Rembrandt, par exemple. Voilà, la cathédrale. Donc, mais voilà, donc il y a des états différents. Voilà, dans cette matière de Monet, vous voyez, de matière sèche. Hein. Et il ne cherchait pas la glisse de la peinture à l'huile du tout. Hein. Il cherchait vraiment l'assèchement de la peinture dans la toile. Pour quelle raison? Justement, peut-être, en tout cas, voilà, donc on pourrait trouver ça déjà, peut-être, dans ce Cézanne ancien. On sent qu'il y a quand même une redondance du point coloré, vous voyez, qui est peut-être plus gras ici, mais la touche du peintre, le point coloré qui vient se poser l'un sur l'autre, qui vient petit à petit se façonner, qui vient créer une matière, hein, qui vient créer une matière qui se referme finalement. Cette matière, curieusement, elle se referme. La matière, elle se referme sur elle-même. Et en même temps, la magie de la peinture, c'est qu'on a la lumière. Mais si on ressent les touches, la matière picturale, elle se referme sur elle-même. Elle est compacte. Voilà, dans ce Matisse de jeunesse. Donc là, on sent les influences des impressionnistes, on sent que voilà, il y a quand même il y a un rapport à la matière, au côté matériel de la peinture qui est là, qui est présent. Voilà, dans ce Monet-là, dans ce Cézanne-là aussi, voilà, on sent une espèce de redondance de petites sections colorées, de points les uns sur les autres, même si c'est des petits points géométriques, des petites séquences de couleurs, mais on sent qu'on a l'impression qu'il va piéger la lumière. Quoi. Donc, alors, curieusement, alors, il y a une grande densité là-dedans. Autant il y en a d'autres qui vont vers l'ouverture, autant alors, peut-être que c'est paradoxal, peut-être qu'à la fois on s'affaisse et qu'en même temps la lumière apparaîtra. Voilà, donc il faut que j'avance un petit peu. Ce Modigliani aussi, voilà, si on regarde la touche, hein, c'est un point. Alors ce point, est-ce qu'il est ouvert ou fermé? Est-ce qu'il se referme? Donc c'est l'affirmation aussi de la matière picturale. Donc évidemment que la terre, ce que j'appelle la terre, c'est le support et c'est aussi la matière picturale. C'est-à-dire la matière picturale en tant que telle, quand on décide de mettre plus de matière dans son tableau, ou quand on s'intéresse à la matière picturale, peut-être qu'on convoque la terre. Hein? C'est fascinant ce que tu dis parce que ça fait penser au trou noir en fait. Oui, ah bah oui. La densification du point comme ça, on pourrait aller vers le trou noir, effectivement. L'obscurcissement total de la matière qui laisserait plus du tout passer la lumière. Donc le fait de travailler sur la matière picturale elle-même, bien sûr, je ne vous présente pas Nicolas de Staël avec des matières au couteau. Donc la charge de la matière, évidemment, nous parle aussi de la terre, de l'élément solide. La peinture à l'huile peut être fluide, mais elle peut être épaisse. Hein, chez Turner, on avait déjà cette dimension du couteau, même si là, ça semble parler de l'air, de la lumière, de l'ouverture totale, pour autant, on a une matière qui est présente. Voilà, donc après, je pourrais vous montrer toute la peinture des années 50, où chaque peintre a sa façon différente d'utiliser la matière picturale, mais où ça a vraiment été dans les années 50 une période à Paris vraiment où les peintres abstraits s'intéressaient vraiment à la matière, mettaient plus de charge. Donc il y a toutes sortes de façons de poser cette matière picturale. Ça, c'est Riopelle. Riopelle, mais vous connaissez peut-être Fautrier. Fautrier qu'on trouve au musée d'art moderne de la ville de Paris. Hein, c'est un peintre des années 50, voilà, qui mettait carrément du mortier sur sa.
Voilà, du mortier. Mais donc l'idée d'aller vers le mortier ou d'oser peindre avec une matière qui ressemblerait au bas-relief, c'est évidemment l'affirmation de cet élément. Celui-là, il va être peut-être mieux résolu. Donc ça fait ressentir des choses différentes. Donc, et là, indépendamment de que ce soit abstrait ou figuratif, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait de se dire, voilà, que faire de cette matière picturale? Est-ce que j'ai envie de mettre de la matière? Voilà, donc si on rêve dans la matière picturale, si on peut rêver en regardant sa palette, hein, c'est ce que je vous disais, l'imaginaire du peintre, c'est quelque chose de matériel. Donc on rêve, on rêve avec la matière picturale, avec la pâte. Ça fait rêver les peintres. Donc il la laisse plus ou moins légère, cette matière. Dans l'histoire de l'art, ça a commencé légèrement, mais déjà, on a chez Rembrandt, on a des choses qui contiennent déjà de la matière. Et puis évidemment, on arrive au XXe siècle à des choses qui sont affirmées beaucoup plus largement. Encore que là, on pourrait ressentir aussi la fluidité ou le côté aquarellé de la couleur qui a été posée sur cette matière. Hein, vous voyez, donc ce sont des contrastes aussi, des contrastes de matière. On pourrait, on pourrait avoir l'envie d'une matière très fluide qui serait posée sur un support qui, lui, serait extrêmement présent. Voilà, donc là, Nicolas de Staël, on comprend bien là qu'il a dû ressentir sa matière pour faire ça. Hein, la toile de départ, c'est sans doute sur une toile, on ne voit même plus la toile, elle doit être au bord de craquer. Enfin, il y a vraiment eu des reprises et des reprises et des reprises. Et il y a donc cette idée d'ajout de matière, toujours de densification. Pourquoi rajouter toujours? Alors, c'est pas le point comme tout à l'heure Monet, c'est une structure géométrique comme on a vu aussi. Donc, c'est à la fois structuré et cette structure est en plus affirmée par une matière très présente. Donc, alors pour autant, voilà, est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce que ça peut parler de la lumière? Est-ce que, voilà, effectivement, après c'est peut-être les couleurs aussi qui évidemment participent d'autre chose. Mais voilà, et la main, tout à l'heure on parlait de la main qui a aussi ses rêves. Hein, la main, la peinture c'est un art manuel, c'est pas que un art visuel, donc la main improvise des choses aussi. Est-ce que la main, est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe au contrôle de l'œil? Alors, je vais vous montrer aussi des œuvres de ce peintre Talcoat. Alors, donc ça, c'est vraiment de l'abstraction des années 50 jusqu'à 80. On dirait presque de la matière céramique. C'est de la peinture à l'huile. Donc on sent bien que là, il y a vraiment la recherche du ressenti de la matière pour lui-même. C'est-à-dire que c'est la couleur qui s'inscrit dans une matière, dans une matérialité toujours plus forte, toujours plus présente. Et cette matérialité, il trouve les moyens de la faire exister. Donc, est-ce que c'est de la sculpture? Est-ce que c'est de la céramique? Est-ce que c'est de la peinture? Vous voyez, on peut se demander. Il y a une trace, il y a une composition, il y a une couleur qui est identifiée complètement à la matière. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui avait des ressentis aussi par rapport à la nature. Hein. Il regardait des champs, il regardait de la terre labourée, il regardait le ciel. Enfin, c'est pas du tout comme ça. Mais voilà, je voulais vous montrer ça quand même, même si c'est radical, mais ça permet aussi de comprendre les choses. Alors, il y a cet aspect très épais de la peinture, très, très dense, et on commence à arriver à une forme de fluidité. On commence à sentir, vous voyez, la peinture qui se mélange dans le frais, comme ça, qui viendrait se mélanger, comme un espèce de magma. Donc finalement, c'est une peinture matérielle, une terre, mais qui pourrait aller vers une matière en fusion, comme du magma. Est-ce que le magma la lave? Est-ce que c'est solide ou liquide? Hein? Ça va vers quelque chose de... Donc voilà, il y a le besoin d'aller vers une matérialité toujours plus présente. Ça pourrait faire penser à des pierres, hein, à de la céramique. Hein.
Donc voilà, l'intérêt pour la matière picturale, ça peut aller jusqu'à là aussi. Donc c'est le support, la matérialité du support. Donc je fais exprès de vous montrer des choses vraiment radicales. C'est de qui? C'est Talcoate. Ouais. Voilà, donc je suis obligé. On peut le voir, Oui, alors Talcoate, il y a des galeries rue de Seine qui le représentent encore aujourd'hui. La galerie Étoirès notamment. C'est un grand peintre hein, qui a eu une exposition au Grand Palais dans les années 80, par exemple, de son vivant. Bon, je vais passer à l'eau maintenant. Alors, c'est très riche, je suis peut-être trop long, je vais essayer de vous faire sentir des choses, mais je sens que je vais être trop long comme d'habitude. Enfin, je sais pas, mais on est quand même limité par le temps malgré tout. Alors, on va parler de l'eau maintenant. Alors, l'eau. Alors, l'eau, déjà, bon, ça, c'est un petit peu pour illustrer mon petit propos sur l'eau. L'eau, c'est l'eau vive ou l'eau dormante, déjà. Hein? Ou l'eau courante. Effectivement, le courant, on va voir que le courant, on va parler du courant aussi tout à l'heure. Donc l'eau, dans la rêverie sur l'eau. L'eau vive, l'eau dormante, la mer, le fleuve, le lac, c'est pas tout à fait la même chose. La source, le sang, la sève, hein, la sève, le sang, la source, tout ça c'est la source de vie, l'énergie vitale. Voilà, là, on sent bien que l'eau est liée à une énergie débordante, à une énergie vitale, à quelque chose d'instable, et à quelque chose de profondément dynamique. C'est pas le cas de là, mais on va le voir, profondément dynamique en contraste avec ce qu'on a vu sur la Terre. Alors évidemment, il y a toujours des contradictions. Par exemple, l'eau dormante ou le lac qui est étalé comme ça, c'est de l'eau peut-être qui s'inscrit dans une présence qui n'est plus l'eau justement dans son ruissellement. Donc la forme organique, tout ce qui est organique est marqué par l'eau, est marqué par le mouvement de l'eau, par le ruissellement, par l'ondulation, par la circulation. Je parlais du sang, de la sève, le jaillissement, la circulation, le bouillonnement, le courant. Donc tout ça, c'est des choses pour moi qui sont vraiment ancrées dans le fait de peindre. Hein. C'est avoir une touche bouillonnante, avoir une touche ondoyante, traverser sa toile par un courant d'énergie. C'est des problèmes de peinture, ce sont des problèmes éminemment de peintre qu'on va voir. Voilà. Donc je vais vous montrer des images de ruissellement, d'ondulation, de circulation. Voilà, la peinture de Joaquim Sorolla, c'est une peinture à la suite de Manet d'ailleurs, qui vraiment matérialise cette idée de ruissellement, d'ondulation. Donc vous voyez, la touche, elle n'est plus du tout, alors il faut que vous ressentiez ce que l'on a vu avant, ça, par contraste, vous allez sentir des choses. On n'est plus du tout dans la structure du dessin qui ferme la forme, hein, qui ferme la chose. On est dans quelque chose qui est en train de déborder. C'est-à-dire que le dessin lui-même se déborde lui-même. C'est-à-dire la limite ne se contient pas. C'est toujours en train de s'ouvrir. C'est une ouverture, mais qui ne sera peut-être pas celle de l'air, qui est celle du fleuve qui déborde de son lit. Quoi. Donc, ce bouillonnement ou cette circulation de la couleur, à travers la touche du peintre, il y a des degrés dans cette circulation, dans ce bouillonnement. Il y a des degrés. Si je prends par exemple, donc ça peut être plus ou moins léger. Si je prends cette peinture de Morandi, si on regarde comment le fond est peint, alors ça a beau être de la pâte, c'est pas de la peinture d'huile, c'est de la pâte, mais il y a la pâte, elle circule quand même. Elle est posée avec une certaine circulation, qui est peut-être légère, hein, mais qui existe quand même. Vous voyez, c'est pas plat. C'est pas pour rien que le peintre n'a pas fait un aplat plat.
comme Matisse, par exemple, pourrait le faire, ou comme les peintres géométriques qu'on a vus. La peinture circule. Peut-être avec une énergie plus faible que chez Sorolla, mais à voir. Hein. Par exemple, dans cet autre tableau de Morandi, si on regarde ce qui se passe au niveau des limites, hein, voilà, c'est très mouvant. On pourrait se dire, voilà, moi quand je vois ça, je vois les traits, les limites de ces peaux, pour moi c'est de l'eau. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça me fait penser à l'élément d'un fleuve. J'essaierais de me dire, ma couleur coule, ma couleur ruisselle, et même si ma couleur est épaisse d'ailleurs. Là, la couleur est épaisse, elle est grasse, et elle file, elle coule, elle se répand à la manière d'un élément liquide, ou d'une boue, ou peut-être d'un magma. Voilà, dans cette aquarelle de Turner, qui est peut-être une ébauche, mais on sent l'énergie liquide de l'eau vive qui circule dans cette couleur. Quand bien même cette couleur s'inscrit dans un rectangle qui, lui, est stable. Et donc la structure du rectangle, ou le support lui-même, nous ramène à la Terre comme support matériel. Ce ruissellement, il est contenu, il n'est pas dans l'air. Il est quand même sur une feuille de papier. Donc c'est l'élément aussi qui détermine l'élément aqueux par rapport à la statique de la Terre. Oui, alors, mais c'est pas parce que c'est de l'aquarelle que c'est aqueux, parce qu'on peut le faire avec voilà. Mais cette circulation de la matière, on pourrait la trouver aussi autrement chez Van Gogh, avec une touche qui ondule comme des vagues, qui est extrêmement violente dans son ondulation. Donc il y a un mouvement circulatoire, si vous voulez, qui est imprimé dans le tableau, qui nous ramène à quelque chose d'organique, qui nous ramène, je sais pas, au sang, à la sève, à la circulation des choses vivantes. On n'est pas dans le minéral. Donc ça, c'est Hopper, Edward Hopper dans ses débuts. Étonnant, hein, mais on sent que la couleur, un peu comme chez Sorolla, si on regarde de près, là, il y a de plus en plus, il y a une vivacité de débordement de la touche qui est assez étonnante et qui en plus imprime un mouvement donc ondulatoire ou circulatoire dans une matière qui est vraiment dense. Parce que là, il y a beaucoup de pâte en même temps. C'est pas de l'aquarelle. Donc à la fois, ce sont des rochers, donc ça représente la solidité des rochers avec une matière, c'est curieux, hein, voilà une idée picturale intéressante, contradictoire. Les rochers sont exprimés avec une matière qui n'a rien à voir avec le rocher, qui est l'extrême inverse, qui est le torrent qui se traverse la toile, quoi, et qui prend en charge une matière forte. Donc c'est fait sur le motif, et on sent qu'il y a une... C'est vrai que c'est remarquable. Mais déjà chez Corot, il y a cette circulation, cette vivacité. Corot, c'est pas que un peintre tranquille. C'est vrai qu'il établit des formes tranquilles. C'est quelqu'un qui aime la structure, le dessin. Et pourtant, il y a quand même un bouillonnement qui est quelque part, quoi. Alors peut-être que c'est inachevé, peut-être, mais oui, on ne sait pas. Mais en tout cas, même si c'est inachevé, c'est comme ça qu'il s'y prend. Et c'est comme ça qu'il s'y prend devant la nature. Donc lui-même, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que pour bien peindre, pour être habité, pour faire des tableaux qui sont des beaux tableaux et pas juste des recettes techniques, il faut soi-même être habité par la matière. Donc quand on est dans la nature, on est habité par le ciel, par le paysage, par le mouvement de la nature. Mais peut-être que justement la matière picturale et ce que propose la main aussi dans son mouvement, la main qui a envie de bouger, qui a envie de fluidifier la peinture, qui a envie de circuler. Hein. Marguerite, elle connaît bien l'élément eau. Dans sa peinture, ça circule, ça bouge. Voilà, parce que vous reconnaîtrez, hein. Il y en a qui sont des fans de la structure, il y en a qui sont dans des choses plus mouvantes. Voilà, ce petit Manet aussi. Hein. Alors, c'est dans des énergies différentes. Mais on sent que ça bouillonne quand même, que la couleur, elle est un peu instable, elle ne se fixe pas dans des contours nets.
Elle insuffle une vie, justement, une force vitale. On peut peindre des fleurs de façon bien différente, n'est-ce pas? Donc voilà, peut-être vous vous reconnaîtrez, mais moi quand je vois ça, d'ailleurs moi-même j'ai réfléchi à tout ça, hein, je médite sur l'eau, quoi, la circulation, si on a envie de mettre dans sa peinture une force organique, une force de vie organique, on va se tourner vers l'eau. On va penser à l'eau. On va penser à l'eau. Alors, cette eau, ça peut être l'aquarelle, bien sûr, mais ça peut être la peinture à l'huile. Ça, là, je trouve ça formidable. Ça, c'est un Sorolla aussi. Et si vous regardez le bas du tableau, c'est complètement dingue. Ce sont des torrents de couleurs. Voilà, ce sont des torrents de couleurs. Et donc, la main, est-ce que vous pensez que le peintre, que la main ne s'émancipe pas aussi un peu? La main, elle dit quelque chose. Elle s'émancipe du. Même si ça se. Voilà, et même en haut où il y a plus de pâte, hein, c'est peut-être moins fluide, mais ça bouge, hein, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Voilà, chez Rembrandt, ça bouge beaucoup aussi. Donc vous voyez, c'est pas une question d'époque. Hein. Et c'est pour ça que je trouve. Enfin, moi, j'ai redécouvert, je connaissais un petit peu, mais je me suis replongé dans Bachelard. Lui, c'est les poètes, mais il a réfléchi toute sa vie à ça, et c'est extraordinaire de penser qu'on peut on peut ramener toutes les images poétiques ou les images de création des œuvres d'art, finalement, elles sont toutes ramenées aux éléments. À un moment donné, il y a la rêverie primitive des éléments qui nous fascine. Donc là, la structure est en train de se défaire. Ça bouge et ça pourrait aller vers le feu, pourquoi pas, hein, parce que la flamme, voilà, la flamme, elle danse aussi, on va le voir. Il n'y a guère que la Terre qui soit l'élément statique par excellence. Hein. Mais donc l'ondulation, on va la trouver aussi chez Klimt, ou chez les peintres expressionnistes. Ils ont tous leur façon de tordre la touche, tous leur façon de... C'est ça qui est amusant quand on... Alors on peut aussi penser à la structure qui... voilà, ici dans ce tableau, c'est peut-être moins évident, mais c'est peut-être plus la structure elle-même qui bouge, qui coule, vous voyez? Entre tous ces éléments décoratifs des tissus qui sont imprimés avec des motifs, avec il y a des dessins imprimés dedans. Quand je vois ça, moi j'ai l'impression que la composition, elle bouge, quoi. Ce serait plutôt dans le sens de la composition. La composition ruisselle un peu, on a l'impression d'un mouvement comme ça, un peu ondulant. Donc ça peut être aussi dans sa composition. On peut se dire, tiens, j'ai envie de faire une composition qui évoque un ruissellement comme l'eau. À ce propos, je vais vous montrer une autre... Bon, bah écoutez, c'était Tintoret, mais peut-être que ce sera plus tard, Tintoret. Voilà. Et même dans la pierre, moi je trouve ça incroyable, ces sculptures de Phidias. C'est de la pierre, mais ça parle de l'élément liquide. Ce drapé, il est complètement organique. On est traversé par un influx, comme ça, par un jaillissement de vie. Ça coule. Donc on peut même faire de l'eau avec de la pierre. Hein, et de la pierre avec de l'eau. Donc après, vous allez retrouver cette vivacité, ce bouillonnement chez des peintres abstraits des années 80, enfin 70, comme Bram van Velde, où là, la structure est complètement liquide. Alors là, en plus, c'est de la gouache, donc
le support lui-même, la technique est liquide et la structure, même si, parce que tout ça est très composé, mais la structure est complètement en train de se disloquer et elle est liquide elle-même, quoi. On est toujours à la limite du débordement. C'est une énergie dans cette couleur qui est très particulière, dans cette fluidité. Vous voyez, Bram van Velde. Voilà, c'est quelqu'un qui manie, comme sa couleur est un fleuve. Donc la couleur, justement, hein, la couleur, elle peut être comme un fleuve, même s'il est épaisse. Hein, je vous revois encore à Sorolla ici. Sorolla ici dans le premier plan. Voilà, la peinture a beau être épaisse, ça bouge, ça bouillonne, c'est fluide. Donc c'est pour vous montrer que quel que soit le sujet qui est représenté, le sujet c'est pas ça qui fait qu'on imagine quelque chose dans la peinture. L'imagination picturale, si on pense plutôt que c'est une imagination matérielle qui est liée à la matière, aux éléments, ça va plus nous aider à avoir des idées de peinture intéressantes que de réfléchir simplement au sujet qu'on veut représenter. Voilà, ça, c'est toujours Hopper. C'est très enlevé, quoi. Très enlevé et très... Donc ça donne quand même un sentiment d'instabilité, vous sentez bien, par rapport à certaines œuvres qui sont très refermées, comme on a vu au début, on est dans quelque chose qui s'ouvre, qui déborde, et qui donc communique un sentiment dynamique, voire même d'instabilité, et cette instabilité, elle peut même être extrême, au point de nous déranger. Si je prends par exemple la peinture de Joan Mitchell, on arrive à une telle touche tournoyante. D'ailleurs, on peut se demander si c'est toujours liquide ou si c'est, on va le voir, une sorte d'énergie. Je parlerai aussi de l'énergie, de la décharge d'énergie. Peut-être c'est une peinture qui va vers la décharge d'énergie. Donc on a quitté, c'est-à-dire que le liquide, à un moment donné, le côté coulant du liquide pourrait aller vers l'électricité, quoi. Bon, ben, pourtant, on parle toujours de courant. Mais c'est un courant, on pourrait parler d'eau forte aussi. Hein. L'acide, c'est liquide, mais ça brûle. Donc, vous voyez ces images de matériel comme l'acide, si je pense à l'eau forte, voilà, là c'est un Jackson Pollock du début. Donc, c'est une structure très, très enlevée, très tournoyante. Est-ce que c'est l'élément liquide? Est-ce que c'est organique? Est-ce que ça nous parle d'autre chose? Peut-être que ça va vers l'électricité, vers l'énergie aussi, hein, comme on le verra. Ah oui, il faut que je vous montre ça quand même. Fragonard. Vous avez peut-être oublié ce tableau au Louvre. Complètement enlevé. Donc là, voilà une touche liquide. Voilà une touche complètement... une touche qui évoque l'eau, quoi, le débordement. Donc c'est pas tout de peindre vite, c'est de peindre avec cette énergie, enfin ce côté fluide, ce bouillonnement de la couleur. Donc il y a des parentés avec ce qu'on a vu tout à l'heure de Sorolla ou de Hopper. Vous voyez, donc tout ça c'est lié, hein. Ce sont des choses qui traversent les époques et les peintres. Finalement, tous les peintres s'intéressent un peu aux mêmes choses. C'est des choses fondamentales. Voilà, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi rêver sur cette eau, ce bouillonnement, ce ruissellement. Alors l'eau, c'est aussi évidemment
c'est aussi évidemment la diffusion. On se demandait si tu aurais le temps de faire l'air et le feu. Regarde. Oui, ça fait 1 heure. Oui, non, J'avais prévu 2 heures, mais effectivement, il faut que j'avance. Faut que j'avance, c'est ça? Vous avez chaud, vous avez envie de boire, c'est ça? On a ça, puis on est mal assis. On est très mal assis, on aurait dû venir avec un petit coussin, oui. Alors, le feu. Alors, je vais vous parler du feu. Alors, le feu, c'est fondamentalement le rayonnement. Voilà, le rayonnement, l'incandescence, la fusion, la lumière, évidemment, l'éclat, le jaillissement, l'aura, et c'est aussi l'électricité. Voilà. Donc ça, ce tableau-là, pour moi, ce bleu de la mer, finalement, il parle plus de l'éclat, d'une espèce d'intensité de l'éclat. Donc ça a beau être la mer et le ciel, on pourrait dire que ce bleu, il est peint aussi peut-être avec une intensité de feu, même si ça évoque la mer. De qui est-ce? Matisse. Donc évidemment le feu, hein, la lumière, l'éclat du ciel. Mais le ciel, voilà, le ciel c'est l'air, mais c'est aussi le feu. Parfois c'est l'air, parfois ça évoque le feu. Quand on regarde, parce que le ciel il est éclatant, il est imprégné de lumière. Il rayonne de la lumière, donc si on regarde ça, je pense pas qu'on pense, enfin on peut penser à l'air, mais on peut le ranger dans le feu aussi. Le feu du soleil, en fait, c'est ça que tu veux dire. Alors le feu qui rayonne, parce que c'est le feu, c'est aussi le feu du foyer, hein, ça pourrait être l'incandescence de la braise. Voilà. Le ciel qui évoque le feu, l'incandescence, la clarté. Donc c'est peut-être plus évident ça, hein, la couleur, le rayonnement de la lumière. Donc le feu c'est un élément qui s'exprime par rayonnement. Mais voilà, on peut, si je prends ce dessin de ce rat, voilà, il y a un rayonnement. Le noir rayonne. Alors il vibre, il rayonne, voilà. Mais voilà, c'est presque une vibration, une incandescence noire, mais alors, il y a le blanc aussi du papier, mais même le noir. C'est que du graphisme, ça. Oui, c'est un dessin. Mais voilà, vous voyez, on n'est pas dans le côté refermé de la Terre de tout à l'heure, on est dans quelque chose qui rayonne, qui va vers l'extérieur, qui diffuse vers l'extérieur. Tu dirais ça de la peinture de Soulages, alors? Je sais pas. Il y a plein de choses chez Soulages. Donc, mais l'incandescence, voilà. Alors évidemment, ça, voilà, cette qualité d'incandescence qu'on a là. Hein, voilà, donc on se retrouve dans ces éléments. On est peut-être plus attiré par un élément que d'autres. Hein. Voilà, mais donc cette incandescence, on la retrouve, moi je trouve que dans ce portrait de Manguin, ce regard sombre qui est étonnant, il y a une espèce d'incandescence qui vibre de l'intérieur comme une braise. Hein, donc il y a une concentration rayonnante. Voilà, donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose que de... Ah mais le feu c'est aussi le feu de l'enfer. Hein. Le feu le feu il peut être noir. Donc là la forme, si on regarde la forme par rapport, c'est un Rothko du début. Si on regarde la forme par rapport à d'autres formes géométriques qu'on a pu voir au début, on sent que c'est une forme plus comme une aura, comme une forme qui diffuse, qui est en train de rayonner, qui va vers l'extérieur en rayonnant.
Voilà, mais si je regarde ce Titien, si vous regardez la qualité vibratoire de la lumière comme ça qui est là dans la poitrine, bah, c'est comme un rayonnement. Ça vibre, ça... Donc, voilà, ça peut faire penser au rayonnement, au feu, en tant que rayonnement, en tant que lumière, en tant que vibration intérieure, comme ça, qui diffuse quelque chose. Ce qu'il aurait pu faire tout à fait autrement. On verra justement que la chair, elle peut être rayonnante, comme elle peut être complètement différente. Voilà, dans ce portrait aussi, si vous regardez la lumière qui est dans le front, il y a un rayonnement. Il y a une, et le mouvement est irradiant, quoi. C'est-à-dire que ça sort vers l'extérieur. Donc si on pense au feu ou à la clarté du ciel ou l'irradiation du soleil, tout en peignant un front, ça peut donner un caractère différent. C'est tout être Titien aussi, je crois. Si je prends ce tableau qui est donc très différent de Titien, là quand je vois ça, moi j'ai envie de dire que il y a la clarté du ciel, même dans le corps de la dame, la jeune fille, il y a une... Oui, le contour est fermé. Oui, c'est vrai, c'est fermé, tu as raison. C'est fermé, mais est-ce qu'on ne ressent pas? Donc même si le contour est fermé, ça pourrait effectivement aller plutôt vers ce qu'on a dit de la Terre tout à l'heure. Est-ce que paradoxalement, on n'a pas aussi une clarté, un rayonnement qui serait en relation avec ce caractère fermé, vous voyez, comme si on avait terre et feu, quoi, un peu. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que c'est pas l'eau, mais on pourrait se dire, voilà, est-ce que la terre et le feu, c'est pas justement une façon d'incarner une présence? La présence du personnage, donc pour parler de présence, il faut revenir à la terre. Et en même temps, il y a un caractère de lumière, quoi, qui s'installe. Là, on pourrait le retrouver autrement ici chez Hammershøi. Donc, il y a une vibration, il y a une diffusion. Pour moi, une irradiation, voilà, voilà. Enfin, après, vous pouvez ne pas être tout à fait d'accord dans le ressenti, hein, mais ça a beau être noir, même le noir, il peut irradier, en fait. Hein. C'est pas que le blanc. À chaque fois, tu parles d'être humain. Est-ce que Ouais. une potiche noire alors, avoir une présence et la manifester dans la peinture? Est-ce que, par exemple, une forme abstraite comme ça peut manifester une présence? Tu vois? On a l'impression que c'est le feu du soleil. Enfin, tu vois, il y a une espèce d'éruption solaire. La couleur est tellement forte, elle a une présence. Donc, même si c'est une structure géométrique, tu vois, là aussi, il y a à l'inverse, il y a une structure géométrique qui est complètement en train de rayonner, d'exploser, on ne sait pas, mais comme la matière solaire, quoi. Hein, c'est la couleur, donc la couleur est un feu, hein, évidemment. C'est Rothko. Oui, c'est Rothko. Mais même si on n'aime pas Rothko, ce qui est intéressant, c'est de voir la qualité du contour qui est incandescent. Voilà, donc, parce qu'on pourrait avoir envie de ça autrement, mais ça pose quand même un extrême de représentation peut-être aussi assez remarquable d'un... Alors, mais même là, voilà, moi je trouve que ça peut paraître plutôt différent, mais dans ce petit portrait de Modigliani, il y a quand même une vibration. Il y a une vibration.
il y a une vibration un peu fondue. Alors, est-ce qu'il s'agit de l'air? Est-ce que ça annonce l'air? Peut-être ma reproduction n'est pas très bonne. Ou est-ce que la présence du personnage aussi irradie quelque chose? C'est peut-être plus indécis, mais on peut se demander. Il y a quand même une vibration, un rayonnement. Dans ce tableau de Matisse, assez étonnant. Donc la forme est très fermée, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un rayonnement de la couleur qui justement est visible parce que le dessin est simple? Donc tout ce qui va être du ressort de la couleur, évidemment, va nous parler du feu, quoi. Hein? Les tableaux de Bonnard nous parlent de ça, la vibration de la couleur en tant que telle, la vibration intériorisée de la couleur. La couleur est un feu, ça c'est assez facile de comprendre, enfin je pense que c'est assez naturel de... Voilà, donc oui, c'est très différent de ce qu'on a vu de ce rôle-là tout à l'heure. On sent que la vibration de la touche, elle est... Et c'est pas pour autant, je trouve que c'est pas ce côté terreux, un peu refermé de la touche de Monet, qu'on a pu voir aussi, ou de Cézanne. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre vers l'extérieur, mais peut-être plus dans le rayonnement de la couleur que dans l'air. Voilà. Parce qu'on va voir que l'air aussi parle d'ouverture, évidemment. Alors ce rayonnement, il peut être intense, il peut même être violent. C'est pas le picotement de la douce vibration de la couleur peut se transformer en vibration heurtée, en vibration hachée, en vibration électrique peut-être. Voilà, et Alors, je vais passer à l'air et aussi peut-être à... Bon, le feu, je pense que c'est peut-être plus évident. L'éclat, la lumière. Alors, si je regarde quelque chose comme ça, voilà, je vous montrais tout à l'heure Joan Mitchell, je ne sais pas si c'est vraiment l'élément liquide ou si c'est pas déjà une espèce d'électricité ou d'énergie tellement forte, tellement que ça nous parle aussi peut-être d'énergie électrique, oui, c'est ça, ou une énergie qui est peut-être intenable. Hein. Enfin, donc, mais cette énergie comme ça, très intense, hein, évidemment, on est dans les années 50, cette énergie-là, que j'appelle peut-être électrique, ou qui dépasse l'élément liquide, il me semble, est déjà présente dans les nymphéas de Monet. Hein. Hein? Donc, est-ce que c'est toujours la touche? Alors voilà, Monet, voilà, vous voyez, il y a des aspects différents chez Monet aussi. Hein. Les cathédrales de Rouen, c'est pas tout à fait la même chose que ça. Là, on sent qu'il y a une espèce de mouvement, mais est-ce que c'est l'élément liquide ou est-ce que c'est quelque chose qui va vers quelque chose de plus intense? Je sais pas. Hein. Je vous laisserai juge. On se pose la question. En tout cas, c'est intéressant le côté rythmique aussi peut-être de l'énergie. Est-ce qu'un mouvement comme ça, est-ce que c'est toujours un élément qui est lié à l'eau ou est-ce que c'est... Et alors, voilà, ça, ce sont des encres de Marc Tobet, qui est un peintre des années 50 aussi, qui a beaucoup regardé, enfin, du côté de l'Extrême-Orient. Ça a beau être de l'encre de Chine, ça a beau être dans la tradition japonaise ou extrême-orientale, il y a une telle intensité d'énergie dans la giclure de l'encre que si vous ressentez ça, c'est difficilement supportable même. Enfin,
il y a une, est-ce que c'est une violence ou il y a une tension interne de la forme, du jaillissement de l'encre, qui pour moi m'évoque une énergie ou une électricité qui dépasse l'élément liquide, simplement liquide. Voilà. Vous trouverez ça aussi ça c'est Franz Klein. C'est pas Soulage, justement. Franz Klein, un artiste intéressant des années 50 qui a fait des. Donc c'est très composé et en même temps il y a une grande énergie, quoi. On sent que la structure elle est en train de bouger, quoi. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas et il peut y avoir un caractère violent qui n'est pas seulement liquide, à mon avis. Mais bon, voilà. L'idée, c'est d'ouvrir une réflexion. Après, vous aurez vous-même vos réflexions, vous allez ressentir différemment, vous posez plein de questions, j'espère. C'est très stable. La matière est liquide, mais pas le temps. Ouais, mais dans l'énergie, c'est très stable, mais c'est pas posé de façon fermée, tu vois. Il y a quand même une façon de poser les coups de pinceau qui sont dans un mouvement, dans une sorte de jaillissement, même si ça aboutit à une forme fermée, je suis pas sûr que ce soit si stable que ça. Tu vois? C'est-à-dire que ça aboutit à une forme qui est composée, donc stable, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui regarde sa feuille et qui compose des vides et des pleins. Mais il y a quand même une énergie aussi. Donc c'est intéressant de voir comment une énergie peut être maîtrisée, peut se stabiliser justement dans une composition. Ça, c'était une gouache d'un peintre, je ne me souviens plus, que des élèves m'avaient fait découvrir, un Danois, je crois. Et c'est de la gouache, la peinture, la touche a l'air liquide, mais je ne suis pas sûr que. Enfin, c'est liquide et en même temps, il y a une espèce de violence, il y a une énergie. Peut-être que ça tient aussi de quelque chose qui irait vers l'énergie, quoi. Vers le chaos, vers l'énergie, vers le courant, vers l'électricité. Donc la forme se défait. Vous voyez, ce sont c'est des degrés différents, hein, de l'énergie qu'il y avait chez ce Rolla. Peut-être que là, elle atteint peut-être une violence plus grande. Mais pas dans la même direction. Voilà, ça c'est un dessin de Giacometti aussi. Donc Giacometti, voilà, il y a cette façon de gribouiller la feuille, de faire apparaître cette chaise avec des vides dans une espèce il y a une sorte de décharge du trait quand même, il me semble. Même s'il y a des vides, c'est ajouré, donc ça nous amènerait à l'air, côté ajouré, aéré, et en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit que l'élément liquide, il y a un côté rythmique un peu. Vous aurez peut-être d'autres idées. Voilà, mais même dans ce dessin de Monet, de la gare Saint-Lazare, hein, il y a quand même une grande énergie, quoi. Je sens que c'est quand même une tendance à aller vers un mouvement comme ça. Voilà, bah écoutez, je vais faire le. J'ai Soulage, enfin, pardon, Soulage. Rembrandt, faut quand même que je vous montre ça. Là aussi, hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, là, cette énergie, elle est présente, hein. Est-ce que ça doit être de l'encre, il y a une énergie étonnante là-dedans. C'est qui ça? Turner. Voilà. Voilà, c'est le premier geste de Turner.
Ouais, je vais vous parler de l'air un peu en finissant, mais je sens que vous avez trop chaud, c'est ça? Oui. Bon, il C'est un faudrait peu plus de temps. inconfortable. Bah ouais, mais... Donc l'air, 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 c'est par rapport à la Terre, c'est exactement l'inverse, hein, c'est l'élément qui est le plus ouvert qui soit. Donc ça parle c'est invisible, c'est incolore, ça parle d'ouverture, ça parle du vide, ça nous amènerait au vide. Le vide, c'était le cinquième élément, hein, c'était l'éther, l'espace, tout ça. Donc, mais c'est déjà l'annonce de quelque chose comme ça. Donc c'est fondamentalement ouvert et fondamentalement, ça flotte. Donc tout ce qui va être de l'ordre du flottement, de l'illimité, d'une sorte de liberté par rapport au matériel, ça va nous évoquer l'air. Donc là, par exemple, dans ce tableau de Titien, si on regarde comment les ombres sont posées sur la joue, donc les ombres, il y a un côté aérien dans le flou, dans la diffusion, donc ça flotte, ça diffuse l'air. Il y a un flottement comme ça qui se pose sur le contour, donc le contour est ouvert, hein, il disparaît. Tout ça, c'est le caractère de cet élément aérien. Voilà, si on regarde la barbe là de Titien, c'est l'autoportrait de Titien à la fin de sa vie. Vous pouvez voir qu'il y a des contours qui disparaissent, on ne sait pas trop situer la fin de la joue, comme on ne sait pas trop situer la fin du vêtement. Donc même si il y a un dessin qui est présent, mais il va y avoir des ouvertures du dessin par endroits et il va y avoir une sorte d'évaporation de la forme, une diffusion. Donc l'élément air est très présent dans la peinture aussi. Tu ne trouves pas qu'il y a du feu aussi Aussi, mais c'est souvent lié, hein. C'est-à-dire que la vibration, tu peux la lire comme étant du feu, comme tu peux la lire comme étant de l'air. Donc l'air, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi le côté ajouré de la structure, hein, évidemment. Voilà. Donc le fait d'ouvrir, de créer du vide, c'est l'air. Aérer une structure, comment fait-on pour aérer quelque chose? Il faut déjà le ressentir. Voilà, aérer une structure, aérer une composition, faire disparaître certains contours. Ça a beau être géométrique, cette dimension de l'air, ce serait cette dimension de cette limite ici qui a disparu, celle-là aussi du cube. Hein, voilà. Il y a le vide qui rentre dans la structure. Voilà, toujours Titien, mais si on regarde la limitation de la bouche, il y a quelque chose d'aéré. On a l'impression d'être dans un ciel. On a l'impression d'être dans les dégradés du ciel. Hein, d'être dans quelque chose qui est... le sfumato de Léonard de Vinci, ça participe de ça. Donc effectivement, Léonard de Vinci, c'est très fermé par le dessin, mais il y a donc là, c'est pas Léonard de Vinci, c'est Titien. Mais si vous regardez Léonard de Vinci, vous allez aussi trouver ce caractère. On va trouver cette fusion, cette disparition de certains contours. Donc c'est comme si on installait l'air dans sa diffusion, hein, la fumée, le sfumato, ce caractère comme ça de brouillard au sein d'une structure de dessin qui est très fermée, propre à cette époque. Mais il y a justement, Léonard de Vinci, il y a ça qui est magique, c'est qu'il y a quand même cette aération, ce rêve du flottement qui est inclus dans la peinture. Qu'il n'y a pas. Si je vous montrais d'autres peintures, d'autres peintres qui ne font pas ça, vous verriez la différence. Voilà, c'est aussi effectivement le fait d'ouvrir ce pot là de Vuillard complètement ouvert,
la transparence, c'est aussi la transparence de l'air. C'est-à-dire qu'on aère la surface, la lumière passe, l'objet disparaît. Donc le fait de dématérialiser un objet, c'est finalement, quand on pense à l'air, cette espèce de liberté de l'air qui transporte tout comme ça, qui n'a aucune limite. On peut traverser les choses. Voilà, et là, dans ce visage, alors c'est intéressant parce que ce visage, il est traité justement d'une façon aérienne. Même si c'est solide, il y a une structure, il y a la touche qui est solide, mais que ce soit par les couleurs ou par le fait d'ouvrir certains contours. Alors, question purement scolaire. Quand on peint, est-ce que, donc là, c'est à croire qu'il ne faut pas choisir, comme avant Léonard de Vinci, tout ne doit pas être ou aérien. Pas du tout, non. Peut-être que tu vas être amené si tu fais disparaître certains contours, peut-être que finalement c'est la recherche de l'illimité et de la dématérialisation que tu vas chercher. Quand tu vas avoir besoin dans ton tableau d'inscrire une structure ou de matérialiser quelque chose, ou de mettre plus d'épaisseur, tu vas revenir à cet élément concret de la Terre. Si tu sens que ta touche, tu as envie qu'elle circule, ou si tu cherches à retrouver quelque chose d'organique, peut-être que tu vas malgré toi être conduit à ça. Donc, et puis, il y a des relations entre les choses. C'est-à-dire qu'il y a peut-être la terre et le feu, il y a peut-être la terre et l'air. Il y a peut-être l'eau et la terre. Tout ça, il faudrait plus de temps pour étudier tout ça. Mais ça rend un tableau plus intéressant. Bien sûr. Voilà, ce dessin de Giacometti qui est très structuré, avec un trait qui est presque sec, comme ça, très géométrique. En même temps, il est très aéré. Et il y a une circulation de l'air, alors même qu'il est... mais on n'est pas dans quelque chose de compact. Et je vais conclure en vous montrant juste quelques peintures sur la chair. Voilà. Si on prend par exemple ce nu, et on finira là-dessus parce que je sens que vous avez chaud, ça se prolonge un peu et ça va être compliqué. Alors ce nu de la Renaissance, de Giorgione, qui est vraiment magnifique, on peut se demander, après avoir tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut ressentir là-dessus. Il y a la terre, le feu, il y a l'air, il y a tout. Il y a tout, ouais. Il y a peut-être moins l'eau, peut-être. Mais je ne sais pas, hein, mais oui, il y a le côté peut-être coulé de la forme. Ou la forme du corps. La forme du corps, oui. Ouais, ouais. Mais on sent quand même ce côté statique, quand même, où la structure est quand même dominante. Hein, et même si ça représente un corps, est-ce que c'est pas justement dans cette période de la Renaissance, le corps est un peu spiritualisé, hein, c'est un peu un corps un peu idéalisé, un peu divinisé, c'est-à-dire la lumière, l'éclat, le feu, la vibration et le côté peut-être un peu immatériel de l'air ou de l'éther, hein, qui était cette tentative de sortir du plan terrestre. Je trouve qu'il y a un peu de ça dans cette peinture de la Renaissance. Et si on regarde en contraste ce nu de Villars, alors là, il y a une matière picturale qui est très présente. On a perdu au passage l'objet, enfin, il s'est un peu disparu dans la peinture, mais il y a quand même une matérialité qui est présente. Et cette matérialité, elle peut aller jusqu'à cette présence-là chez Eugène Leroy, donc complètement à l'opposé, donc une matière picturale extrêmement radicale, quoi. Radicale dans son côté concret, quoi.
Mais voilà, on peut se dire, voilà, c'est la tentative d'exprimer la chair aussi, le corps, certainement pas divinisé ici, mais peut-être dans sa réalité matérielle. Donc on est tenté de vouloir faire en sorte que la peinture exprime la matérialité de la chair, comme on pourrait tenter de diviniser le corps en l'amenant vers la lumière. Hein, si vous regardez ce détail de Modigliani, qui est poignant, il y a une matérialité qui est très présente et qui nous ramène vraiment dans le concret du corps de la personne. Et ça, c'est Turner. Ça exprime sans doute un nu. Oui, non, je vous assure, c'est vrai. Mais voilà, pourquoi pas? Donc vous voyez, c'est une autre façon de voir le corps. Ou c'est la blancheur d'un corps dans un lit baldaquin. Hein? Non, mais je peux te dire que c'est ça, parce que c'est même des dessins érotiques qu'il y avait dans des carnets de Turner, qui ont été détruits en partie, sauvegardés par certaines personnes qui se sont occupées de... Et donc, je le sais. Donc, voilà, mais... Non, mais... Voilà, bah écoutez... Bravo. On pourrait continuer. J'espère que ça vous donnera envie de regarder la peinture différemment, en vous posant des questions et de rentrer dans des ressentis de la matière qui peuvent, vous, à mon avis, donner d'autres pistes pour peindre. Voilà. C'est vrai.